Ça marche pas? Si, ça marche. Très bien. Bonjour. Nous sommes réunis maintenant pour une table ronde sur le don de l'immortalité. Table ronde qui, comme vous commencez, je pense, à le détecter, tournera en grande partie autour du cycle de Dune de Frank Herbert. Alors, quelques mots avant de présenter nos intervenants. Pierre Versin, donc qui n'est pas Frank Herbert, Pierre Versin, qui est un grand érudit de la science-fiction, le fondateur de la Maison d'Ailleurs à Yverdon, et qui a proposé notamment son encyclopédie, sa massive encyclopédie de la science-fiction, s'est interrogé sur la possibilité d'inclure l'épopée de Gilgamesh. Alors, pourquoi parler de Gilgamesh, justement, dans la science-fiction? Alors, Gilgamesh, c'est une épopée, un mythe vieux de plusieurs millénaires. Dans quelle mesure est-ce que c'est de la littérature de science-fiction? Eh bien, dans la logique de Versin, à partir du moment où, même si le mythe lui-même ne fait pas partie de la science-fiction, le moment où Gilgamesh essaye d'atteindre l'immortalité grâce à une plante, donc grâce à un procédé qui est potentiellement ancré dans une réalité physique, eh bien, ça peut entrer dans le domaine de la science-fiction. Et là, en fait, il me semble, pour inverser un peu la perspective, que le raisonnement que suit Pierre Versin dans cette logique-là, c'est-à-dire immortalité égale potentiellement science-fiction, nous indique à quel point le thème de l'immortalité fait partie des objets privilégiés potentiellement de la science-fiction. Alors, longtemps, cette idée d'immortalité, donc de suspension du temps, de longévité maximale, a été associée à un imaginaire du surnaturel. On la prête aux dieux par opposition aux mortels, on la prête à ceux qui survivent dans l'au-delà, éventuellement, dans un certain nombre de religions. Et cette idée d'immortalité a commencé à entrer dans le domaine du possible scientifique en raison des progrès de la médecine et des promesses des sciences du vivant en général. Alors, échapper au temps qui passe, autant que possible, au vieillissement, ou se régénérer, potentiellement à l'infini. Vivre éventuellement plusieurs existences sur des supports biologiques par l'intermédiaire du clonage. Tout cela, ce fantasme de l'immortalité, prend de nombreuses formes dans la science-fiction. Et alors, un cycle, donc celui de Dune, est particulièrement fécond en la matière et source de nombreuses audaces conceptuelles qui ont trouvé depuis, parce qu'on parle de textes qui sont écrits depuis les années 60 jusqu'à nos jours, si on prend les continuations actuelles, qui sont le fait notamment du fils de Frank Herbert, ça a trouvé des échos dans la recherche contemporaine. Et donc c'est autour de ce cycle en particulier que nous allons demander aujourd'hui quelle signification l'immortalité peut prendre pour l'humanité et quelle perspective la science, comme la science-fiction, ouvre sur cette question. Alors pour ça, donc nous allons écouter Karim Si Tayeb et Nathalie Dubois. Donc Nathalie Dubois est professeure de littérature et Karim Si Tayeb est chercheur à l'Institut du Thorax à Nantes. Il travaille notamment sur la question des cellules souches pluripotentes humaines, en lien avec toutes sortes de questions qu'il va développer, mais je n'anticipe pas pour le coup maintenant. Alors, pour commencer, quelques mots pour situer un petit peu, rappeler à tout notre public un petit peu ce que c'est que ce cycle de Dune et donc quels sont les points essentiels à connaître avant d'entrer dans le détail de la question de l'immortalité. Alors je vais commencer un petit peu à présenter très rapidement le cycle de Dune et ce qu'il faut savoir. Donc tout d'abord, c'est une civilisation qui est basée sur une source de richesse qui s'appelle l'épice, qui est fabriquée par des vers des sables qui existent sur une seule planète, Arrakis, et qui permet aux gens d'acquérir des pouvoirs, notamment de préscience, de divination, et qui permet aussi d'autres choses, du voyage avec la guide des navigateurs. Tout à fait. Et voilà, si tu veux continuer, c'était pour présenter l'épice déjà. Donc autour de l'épice, il y a plusieurs familles ou maisons qui s'organisent pour essayer de maîtriser un peu le flux de l'épice. L'épice doit couler, donc la civilisation tourne autour de l'utilisation de cet ingrédient en particulier. Et donc ces maisons sont quelque part manipulées par une sororité qui sont les Bene Gesserit. Donc c'est un ensemble de femmes qui
développe certains, enfin je sais pas comment dire, un pouvoir de manipulation peut-être pour être un peu rapide, qui s'exerce aussi bien par des pressions mentales qu'elles exercent par l'intermédiaire de leur voix notamment. Le contrôle métabolique voilà. Et le fait d'influencer en fait les alliances entre les maisons pour essayer de réunir un répertoire de gènes. Donc on parle déjà un peu de génétique, hein. On était dans les débuts des années 60, l'ADN venait juste d'être... 1961 pour le premier tome, l'ADN venait juste d'être modélisé. Et en fait, ces femmes ont la possibilité de revenir dans leur vie antérieure, enfin dans l'expérience des sœurs précédentes, donc ce qui leur permet de voyager un peu dans le temps, mais dans le passé. Et, mais elles essaient aussi d'avoir le côté préscience, mais il y a un endroit en particulier dont elles ne peuvent pas avoir accès, et seul, selon la légende, seul un homme peut y arriver, le Kwisatz-Haderach. Et donc ce fameux messie est le fruit en fait de tous ces croisements entre les familles pour arriver à ce personnage en particulier. Donc ce sera le personnage de Paul Atreides qui va incarner le Kwisatz-Haderach. Et ce personnage va suivre un destin qu'il ne connaît pas vraiment, qu'il va élaborer en cours de route. Et pour sauver notamment un peuple, le peuple de la planète Arrakis. Moi, je vais davantage parler de son fils, Leto II, qui est aussi appelé l'empereur Dieu, et qui va poursuivre le chemin de son père. Donc, en fait, Paul Atreides, grâce à l'ascendance de sa mère, qui est une Bene Gesserit, a lui aussi des pouvoirs de préscience, qu'il va exploiter, mais pas totalement, là où son fils, Leto II, lui, va devenir totalement prescient. Donc peut-être je peux dire un mot de ce qu'est la préscience. Donc c'est la capacité, en fait, de deviner l'avenir. C'est une notion qui, au départ, est un concept philosophique qui est lié à Dieu. Donc Dieu est prescient parce qu'il est capable d'embrasser la totalité du temps, le passé, le présent et le futur. Et c'est la capacité que va acquérir Leto II, le fils de Paul Atreides. Donc il a une possibilité de connaissance du futur qui fait qu'il va pouvoir imaginer tous les futurs possibles d'une situation et choisir la voie qui lui semble la meilleure à suivre.